On va accueillir, merci Jean, on va faire du question-réponse avec vous tout à l'heure, vous venez de nous rejoindre. Première table ronde, on tient le rythme, on a dit 20 minutes par table. On va accueillir nos premiers intervenants. Lofty Frika qui va être en visio avec nous, je vais vous le présenter. Christophe Riboulet qui est devant nous, qui nous rejoint. Christophe Riboulet qui est sur le côté, qui vient nous rejoindre, président de Proditech. Et puis on aura le président de la Chambre régionale d'agriculture qui viendra conclure tout à l'heure. On l'appellera dans un moment. Est-ce qu'on a la connexion avec Lofty Frika, s'il vous plaît ? Alors, c'est compliqué de le joindre parce qu'il a Fressines, hein, c'est une plaisanterie, c'est à côté de Niort. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Très bien. Parfait. Je vais vous présenter tous les deux. Lofty Frika, je commence par vous. Je le disais, vous êtes dans une commune à côté de Niort où vous développez une activité originale qui va certainement parler au président de la Chambre régionale d'agriculture puisque vous faites des semoirs très particuliers, mais je vais faire comme pour Jean Stone, je ne vais pas se spolier la spécificité. Tout à l'heure, j'avais dit que je n'annoncerais pas que l'énergie serait gratuite, c'est lui qui l'a fait. Et puis, Christophe Riboulet, vous êtes le président de Proditech, vous jouez presque à domicile, vous êtes à Pessac. J'ai envie de dire, est-ce qu'on présente encore Proditech, une entreprise qui a su, elle aussi, se transformer, faire des produits nouveaux, avec des machines automatiques. Mettez-vous au centre, si vous voulez bien, Christophe. Vous voulez, d'accord, échanger avec lui. Moi, j'avais une question pour vous, justement, qu'on commence avec vous, si vous voulez bien, Christophe. Déjà, en quelques mots précisés, on a connu votre entreprise qui a démarré dans le monde de la pièce, qui faisait du contrôle de la pièce de monnaie. C'est un peu comme les cafards. Vous avez vraiment transformé cette entreprise. Vous n'avez pas mangé que du bambou, vous, et vous en avez fait tout à fait autre chose. Expliquez-nous aujourd'hui sur quel marché vous êtes. Donc effectivement, la société, donc pour ceux qui ne connaissent pas, font des machines d'inspection automatique. Donc on a commencé, on avait la monnaie de Pessac à 2 km de chez nous. Donc on a commencé à mettre des caméras sur des tapis pour automatiser le tri et l'inspection qualité. En 2005, on avait finalement avec l'euro pratiquement inondé le monde. Bon, c'est un petit monde puisqu'il y a une monnaie par pays, mais quelque part on était arrivé au bout de notre aventure sur la monnaie. Donc on a développé les mêmes technologies pour adresser le marché de la pharmacie. Et donc aujourd'hui, on a des machines capables d'inspecter des comprimés pharmaceutiques, des gélules pharmaceutiques à très haute cadence, avec des très hautes précisions. Donc très haute cadence, c'est 170 objets par seconde. Haute précision, c'est des défauts du dixième de millimètre. Alors justement, ce savoir-faire, il fait qu'aujourd'hui, vous exportez de façon très importante. On va rappeler le pourcentage. 90%. 90%. Ça vous fait un point commun. Je viens vers vous, Lofty Frika. Aujourd'hui, vous dites quasiment... Alors, pourtant, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé de vos semoirs en France, et vous m'avez dit le jour qu'on s'est rencontrés, 100% de la production va vers l'export. On peut dire 100% ou 99%. On peut dire 100% parce que j'avais évoqué les 3 dernières années, au fait, qui sont les années les plus significatives de notre croissance. C'est pour ça qu'on Alors, expliquez-nous, parce que le semoir, on voit à peu près ce que c'est dans cette salle. Alors, Luc Servant voit très bien, il n'est pas le seul. Votre semoir, il a une particularité. En fait, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous prendre 1 minute, puisque je ne vais pas gaspiller beaucoup de temps. Il y en a qui sont déjà bien pris un bout de la soirée, donc on va ne pas... C'était prévu, hein. Dégrader un petit peu ça. Je défends Jean Stone, il avait 40 minutes, on lui a donné, je vous assure. Vous avez beaucoup moins, allez-y. Bien. Au fait, il y a une dizaine d'années, donc un gamin de 20 ans, il est venu me voir, il m'a dit je rentre de Nouvelle-Zélande et là-bas, ils font l'agriculture comme il faudrait que tout le monde en fasse, quoi. Ah bon, j'ai dit d'accord, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils font? Il me dit en fait, ils ont rompu avec les techniques conventionnelles de l'agriculture. Ils sont partis sur autre chose, quelque chose qui permet de considérer le sol comme étant un être humain, en fait. Voilà. À partir du moment où on considère le sol comme un être humain, eh bien, il faut lui permettre de travailler. Et comment on permet à un être humain de travailler? On le nourrit, on le soigne et on en prend soin. Donc voilà. Donc l'idée de la machine est partie de là. Nous avons donc développé une machine qui permet justement non pas de prendre soin de la semence, mais de prendre soin du sol, en fait. Voilà. Et c'est de là que tout est parti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc 10 ans après, on se retrouve dans la position où on est aujourd'hui, avec des capacités de croissance qui sont gigantesques, avec des pays qui s'alignent les uns derrière les autres et qui nous permettent aujourd'hui d'honorer au fait les engagements de l'agriculteur envers son sol et lui permettre non pas de travailler son sol, mais de le faire travailler grâce à nos matériels et lui permettre donc justement de produire donc de la nourriture saine, d'assainir son sol et de faire en sorte que l'ensemble soit plutôt vertueux que fermé ou que dégradé. Je vais juste vous donner les chiffres de la dégradation à 2021.
Aujourd'hui, on a 1,7 milliard de tares qui sont dégradées dans le monde, soit pratiquement 34% de superficie. Et si on ne fait rien, en 2050, on en aura 90% qui sont dégradés. Voilà. Donc nous, on a pris le pari de faire la rupture avec ça et de partir vers autre chose de plus vertueux. Alors, c'est un exemple de l'antifragilité, développé à l'instant par Jean Stone. On pourrait le rajouter dans votre longue histoire, Jean. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment, vous avez eu le déclic de vous dire je ne vais pas avoir le marché en France, il faut que j'exporte, et comment on se lance? Et ce n'est pas péjoratif quand je le dis, depuis les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Australie. Écoutez, c'est très simple. Pour nous, le problème est mondial, en fait. Donc, ce n'est pas un problème local. Donc, lorsque mon banquier vient voir, il me dit, nous finançons les entreprises sur les territoires pour que les produits rejaillissent sur les territoires, ben on a vite divorcé et on a été voir autre chose, des gens qui nous comprennent mieux, qui nous permettent justement de faire ça. Pour nous, la question, elle n'est pas locale, elle n'est pas régionale, elle n'est pas nationale, elle est mondiale. C'est pour ça qu'on est parti tout de suite à la conquête du monde. C'est pour ça que chez Novag, nous parlons 5 langues couramment et tous les jours et avec tout le monde. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être là. Justement, ça va jusqu'à la recrutement. Ça sera un sujet qu'on aura aussi dans l'autre table ronde sur le souci du recrutement. Aujourd'hui, vous embauchez par exemple des ingénieurs allemands principalement. Pourquoi? Tout à fait, oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais lorsque vous allez recruter un ingénieur français, ben, il va parler le patois de son village, le français et un petit peu l'anglais. Et quand vous recrutez un ingénieur allemand, il va venir avec 3 langues dans la poche. Et comme nous, on aspire à être présent donc, sur le monde entier, on a besoin de gens opérationnels, au moins dans les langues, à capacité technique égale. Un ingénieur français est compétent, aussi compétent qu'un ingénieur allemand, mais entre les deux, il y a la langue, et la langue est importante. Une question avant de revenir vers Christophe Riboulet, parce que je trouve que les parcours se ressemblent. Vous nous dites aujourd'hui, en tout cas je crois savoir, vous produisez un semoir par semaine. L'objectif que vous fixez à vos équipes, c'est de passer à un semoir par jour. Comment on passe d'une production de 1 à 7 et avec quels moyens? Mais écoutez, les moyens sont simples. D'abord, donc, de l'optimisation, d'abord de l'organisation, de la formation et la chasse au gaspillage, en fait. Voilà. Nous avons des gens chez nous qui comptent les pas de nos collègues dans les ateliers. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et quand on a compté les pas, on a dit, tiens, ben, cette caisse-là, il faut qu'elle soit là. Donc, on la déplace là et on diminue le nombre de pas. On n'est pas en train d'exploiter le personnel, on est en train de le soigner, en fait, parce qu'il fait moins de pas. Donc, il est moins fatigué, pardon. On met des outils qui permettent d'accélérer le montage, d'accélérer le travail, tout en améliorant la santé de l'utilisateur, en fait. C'est vraiment ça qui nous met bien sûr sur la ligne d'augmenter les cadences. Il nous faut de la place, nous en avons. Il nous faut des sous-traitants, nous en avons. Et je pense qu'on peut grandir nous-mêmes tout en faisant grandir nos sous-traitants avec nous. Christophe Riboulet. Et donc on peut arriver facilement à dépasser une médecine jour. Très bien, on vous le souhaite et on va revenir vers vous. Christophe Riboulet, prendre soin du salarié, étudier son poste de travail, améliorer la ligne. Est-ce que c'est du lean? Parce que vous êtes un chantre du lean ici. Alors effectivement, donc nous on est rentré dans le lean en 2011, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Alors pourquoi on a fait ça? C'est qu'on était arrivé au bout d'une logique. En fait, la crise, nous, on ne l'a pas eu lors du Covid. On l'a eu après la crise financière. Pendant la crise financière, basculer du monde de la métallurgie avec la monnaie au monde de la pharma, sans changer la tête de l'ingénieur, c'est assez compliqué. Et en fait, on a eu une crise de qualité. Et en fait, on s'est assez aperçu que nos produits n'étaient pas conçus de façon assez robuste. Et en fait, mes ingénieurs, quand je leur demandais de faire la qualité, ils me disaient oui, je vais faire de la qualité quand j'aurai le temps. Et donc on leur a mis plus d'ingénieurs. Et en fait, plus vous mettez d'ingénieurs sur un système instable, moins ça bouge. Ça, je vous le garantis. Donc en fait, je n'avais aucune autre solution. Je suis tombé dans le lean, comme dans la potion magique. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur une façon complètement différente de fonctionner. Alors, je précise, beaucoup de gens font du lean. Dans le lean, ce sont des outils que l'on voit en premier, puisque c'est un système de management qui est très visuel. Donc quand on ne prend pas la peine d'aller plus loin que ça, on va utiliser les outils, mais en fait on ne peut pas en tirer le véritable bénéfice. Pour nous, on voit le lean de façon complètement différente. C'est un système d'apprentissage pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise au quotidien sur leur poste de travail. Et donc là, on revient sur la notion de antifragile, c'est-à-dire que le lean propose un canevas, un cadre pour devenir antifragile. Ce n'est pas juste une injonction, soyez antifragile, c'est vraiment comment on le travaille tous les jours, un petit peu, tout le monde, partout.
Jean nous disait tout à l'heure qu'on allait apprendre tout au long de notre vie, que c'était facile d'apprendre. Vous, vous êtes entreprise dite apprenante. Est-ce que vous le revendiquez? Est-ce que ce mot, vous en faites le vôtre? Oui, alors je reviens, facile d'apprendre, je dirais non. C'est difficile d'apprendre, surtout quand on est un adulte. Normalement, toutes les connexions sont déjà faites dans la tête. Donc en fait, ça veut dire quoi? Si vous voulez apprendre, il va falloir désapprendre pour réapprendre. Et ça, finalement, c'est un effort. Alors on sait que le cerveau n'aime pas trop les efforts. Donc en fait, c'est là où la magie du Lean exerce, c'est que ça va nous donner des outils et un cadre pour pouvoir penser différemment. Et on démarre petit, on apprend des nouvelles choses, et au fur et à mesure qu'on développe cet apprentissage, on voit le potentiel de nouveaux apprentissages à découvrir finalement. Et donc ça, aujourd'hui, la particularité aussi du Lean, c'est que les problèmes sont la source de l'apprentissage. Donc chez nous, on parle de problèmes avec bienveillance, puisque en fait, on accueille les problèmes. C'est grâce aux problèmes que l'on va apprendre. Donc ça, c'est un peu la pensée un peu à l'envers, puisque dans beaucoup d'entreprises, on veut entendre parler des solutions, mais pas des problèmes. Moi, les solutions m'importent très peu. Ce que je veux, c'est dans mes collaborateurs qu'ils soient des champions du monde de la résolution de problèmes. Donc on va les former à ça. Et grâce aux problèmes, ils vont devenir eux-mêmes capables d'adresser des problèmes, grâce à cet apprentissage, des problèmes de plus en plus importants. Et en fait, aujourd'hui, quand on voit, je donne l'exemple des problèmes d'approvisionnement. Donc évidemment, aujourd'hui, tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Mais nous, on est dans un marché mondial depuis tout le temps, des problématiques d'approvisionnement, de coûts, de bagarres concurrentielles. Mes concurrents sont japonais et coréens, on les a depuis longtemps. Donc en fait, cet état d'esprit a été obligatoirement mis dans l'entreprise pour juste vivre, en fait, dans cet environnement extrêmement concurrentiel. Donc les problèmes d'approvisionnement, les gens ils travaillent depuis 10 ans chez moi. Donc aujourd'hui, oui, c'est un peu plus dur, c'est même beaucoup plus dur, mais ils n'ont en aucun cas changé de méthodologie de travail. Ils appliquent ce qu'ils savent faire. Donc maintenant, ils sont devenus forts quand même. Donc ils sont capables aujourd'hui de vivre dans cet environnement qui est très incertain. Donc là, on a une présentation quasi idyllique, Christophe, mais sincèrement, est-ce que le personnel est à 100% capable de s'adapter, ou est-ce qu'on a encore des pandas qui ne sont pas assez cafards, pour reprendre l'image de Jean? Et est-ce que malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça? Alors là, c'est clair qu'on n'est pas tous égaux. Alors le premier point, alors pourquoi c'est difficile, c'est qu'il faut que le dirigeant soit le premier qui change. Et donc, ça, c'est déjà une marche. Ça, c'est la première leçon. Voilà, ça, c'est déjà la marche qui est très élevée, puisque changer, ça veut dire vraiment comprendre que là où on pensait avoir des certitudes, en fait, tout s'écroule. Donc, il faut réapprendre. C'est là ce que je disais, désapprendre pour réapprendre. Et ensuite, on va entraîner les gens avec nous, ceux qui sont motivés, curieux, pour apprendre. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas dans la même catégorie. Il y a des gens qui sont naturellement faits pour ça, et ils sont très, très forts. Il y a des gens qui veulent apprendre et qui vont apprendre à leur rythme. Il y a des gens qui n'ont pas aujourd'hui l'intention de changer leur méthodologie. Donc, quand on parle par exemple du télétravail, pour nous c'est un vrai sujet, puisque le télétravail, pour nous, on considère que c'est la production, faire de la production. Nous, aujourd'hui, on a redéfini ce que c'était le travail. Le travail, c'est produire et s'améliorer. Donc, si je fais que produire, je fais la moitié du boulot. Donc, il faut produire et s'améliorer. S'améliorer, on ne sait le faire, quand on devient un petit peu fort, on ne sait le faire qu'en équipe. Donc le Lean met un cadre à la coopération entre les gens pour qu'ils puissent s'améliorer et donc apprendre des nouvelles choses. Loftifrica, je vous voyais acquiescer plusieurs fois sur les propos de votre collègue Christophe Riboulet. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez sans forcément adopter le Lean comme théorie, mais est-ce que ça se fait chez vous? Et est-ce que cette volonté... Allez-y. Nous faisons du Lean chez nous parce qu'en fait, sans ça, en fait, on ne peut pas progresser. Et on est obligé de le faire, en fait. Et pour pouvoir justement, c'est vrai que bon, j'étais d'accord avec les propos donc, de Christophe. Et c'est vrai que nous, on a développé l'envie, en fait, c'est que les gens qui viennent chez nous ont envie de venir travailler et tous les jours, en fait. Pas un jour sur deux. En fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on fait progresser tout le monde. Si on n'a pas envie de venir travailler tous les jours, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans la boîte où on est. En fait. Donc nous, on chasse ça et on fait en sorte que les climats d'avoir envie de travailler tous les jours et pas qu'un jour sur deux, c'est fait progresser tout le monde. En fait. Donc c'est cette émulation qui est là. En fait. Jean Viard, tout à l'heure, a mis beaucoup d'espoir dans cette transition écologique, cette marche forcée, j'ai envie de dire, pour le climat. Il est un porteur de ce message. Est-ce qu'on vient d'entendre Christophe dire qu'il a dû réagir à une crise? Est-ce que vous vous dites que cette crise aujourd'hui climatique peut être un atout pour votre activité?
Alors, la crise est l'élément déclencheur, en fait, parce que maintenant, on ne peut plus réfléchir comme avant. C'est terminé, en fait. Et c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde, quel que soit le niveau, quelle que soit l'activité. Si on arrête et on est en rupture avec ce que l'on pense pouvoir faire correctement alors qu'on le fait mal, et qu'on a donc conscience de ça, et qu'on prend justement la mesure, alors on change, et alors tout le monde change. Il n'y a pas de souci dans le changement. Il faut juste accepter et de reconnaître que ce que l'on fait, notamment pour l'agriculture de conservation, c'est quelque chose qui a foutu en l'air toute la planète. Il faut maintenant dire stop. Et si on dit stop, à ce moment-là, on peut repartir. Si on ne dit pas stop, on dit oups, il n'y a que le tiers de la terre qui est dégradé. On dira oups et demi quand on aura la moitié et double oups quand on sera la totalité. Justement, Christophe, vous avez réagi dans la crise. On entendait tout à l'heure Jean prendre l'exemple évidemment connu du papa de l'iPhone qui a osé tuer un de ses bébés qui marchait très bien, 70% du marché, pour casser le marché et faire autre chose. Est-ce que vous, chef d'entreprise, aujourd'hui, vous dites il faut que je recasse ce que je viens de réussir pour préparer la suite? En fait, on est déjà en train de le faire, alors sans trahir de secret, mais nous, on a des systèmes, par exemple, qui sont beaucoup curatifs, c'est-à-dire qu'on fait de l'inspection assez tard dans les lignes. En fait, le Lean aussi nous donne un guide sur ce que c'est la qualité. Et la qualité est parfaitement définie, c'est je ne passe jamais un défaut à l'étape d'après. Et donc, en fait, ça aussi, avec la technologie, on peut aider les industriels avec qui on travaille à justement ne pas produire de défauts. Donc, détecter le plus rapidement possible les défauts et les éliminer et apprendre à modifier le système ou la machine pour qu'elle ne fasse plus de défauts. Donc là, ça veut dire aussi changer la technologie, changer les machines que l'on a, mais la disruption ne se fera pas forcément en un jour, en fait. Hein. Donc on peut travailler sur ces deux sujets, et ils sont complémentaires pour moi. Loftifrica, on va accueillir Luc Servant, le président de la Chambre régionale d'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'il prenne la parole, puis ça lui permettra sûrement d'y répondre, pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre les agriculteurs français qu'il faut bosser avec vos matériaux, et avec votre matériel et votre semoir? Alors en fait, il y a 4 facteurs pour que l'agriculteur français ne soit pas converti rapidement. Le premier facteur, en fait, c'est la connaissance qu'il y a autour de lui, qui lui est entièrement indisponible, parce qu'elle n'est pas forcément faite dans le patois de son village. Ça, c'est le premier point, c'est l'accès à l'information. Ça veut dire qu'il n'est pas capable aujourd'hui, il y en a qui le font, mais la majorité n'est pas capable de comprendre ce qui se passe ailleurs et pourquoi ça peut être transposable dans sa ferme. Aujourd'hui, l'agriculteur donc des Deux-Sèvres, ou sur la Charente-Maritime ou n'importe quel département, il va vous dire oui, mais cette technique-là, elle fonctionne chez mon voisin, mais elle ne fonctionnera jamais chez moi. Et c'est de là que part le mal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a un système autour de l'agriculteur qui est donc le concessionnaire de la terre agricole, qui lui, sa mission, ce n'est pas le conseil, mais la vente. Donc, du coup, il s'écarte un peu de son rôle pour conseiller. Donc là, du coup, on va vendre ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et au cas où tout ne marche pas, on rajoute ceci, on rajoute cela. Et puis après, on met en place un système qui est aujourd'hui l'incompatibilité du mode de financement bancaire aujourd'hui pour les agriculteurs, puisque aujourd'hui, lorsqu'un agriculteur vient demander un investissement, un financement à sa banque pour changer d'approche et de pouvoir progresser, on lui demande de lui fournir les 3 derniers bilans qui sont le passé à l'agriculteur, en fait. Donc, il faut venir pour financer un avenir. On propose à l'agriculteur de venir avec son passé pour savoir si on peut financer son avenir. Mais comme le passé est toujours mauvais, puisque une récolte sur 3 est mauvaise, tantôt la grêle, tantôt la sécheresse, tantôt l'inondation, ben, du coup, on n'arrive pas à se projeter vraiment dans un changement par lequel le banquier est convaincu d'appuyer sur le bouton et déclencher le financement. Ce sont vraiment ce que je vois les principales causes pourquoi ça n'avance pas, en fait. Dans le monde, on va avoir un banquier pas loin qui connaît le milieu agricole, on pourra en parler tout à l'heure, on est un peu reçu chez eux. Je vous remercie d'ailleurs de nous accueillir. Alors, je vous remercie tous les deux, vous restez. Est-ce que Luc Servant veut bien nous rejoindre? Vous êtes en plein dans le sujet, président de la Chambre régionale d'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous répondre déjà à cet industriel des Deux-Sèvres? Parce que je pense que votre avis va être différent. Oui, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous.
Effectivement, je ne pense pas avoir un avis différent. Alors, le diagnostic et le constat, je pense qu'il est le même. Effectivement, la question des enjeux agricoles est en train de se bouleverser. Il y a un bouleversement très fort et très rapide sur la question de la production agricole qui doit être maintenue et d'autres enjeux pour l'agriculture qui sont la question des sols, effectivement, du changement climatique, de la captation du carbone, de l'enjeu des biodiversités, enfin beaucoup d'enjeux qui arrivent. Et les solutions, elles existent ailleurs dans le monde, d'où l'intérêt, enfin je partage vos démarches tous les deux, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, mais peut-être des pays qui ont avancé ou qui sont partis plus tôt parce qu'ils avaient d'autres difficultés. Quand vous parliez de la Nouvelle-Zélande, il y a certains pays qui ont des problèmes d'érosion des sols et qui ont dû trouver très tôt d'autres formes d'agriculture que chez nous on avait peut-être un peu moins. Nous on est sur une forme d'agriculture familiale, des pays qui ont aussi des grandes surfaces et donc qui ont cherché très tôt en fait d'autres formes de travaux. Mais ce qu'on voit aujourd'hui arriver très vite, c'est que ces enjeux arrivent chez nous et donc la question des semis sans travail du sol commence à apparaître. Effectivement, je partage ce que vous dites, c'est qu'il faut convaincre tous les agriculteurs. Il y en a quelques-uns qui essaient et que le mode de développement en France, avec les exploitations que l'on a familiales, c'est un mode qui se fait un peu par l'expérience des uns et des autres, du travail de groupe. Et donc, on sait qu'il y a quelques agriculteurs qui essaient quelque chose. Quand ça marche, il faut aller convaincre le voisin. Et ensuite, il faut le développer à tout le monde. Et ça, c'est bien le rôle des chambres d'agriculture. Et c'est nos missions, nous, chambres d'agriculture, d'aller voir les agriculteurs et de leur dire, essayez d'autres techniques, ça a marché. Et donc, on le partage quand même. Est-ce que cet enjeu climatique, aujourd'hui, c'est l'enjeu qui est le vôtre ? Oui, alors c'est l'enjeu principal et crucial, je crois, dans les années qui viennent, puisque l'incidence du changement climatique est très fort, et on le voit cette année plus que jamais encore, et on le voit depuis 2-3 ans. Et effectivement, quand vous disiez, il y a une année où ça gèle, une autre où c'est les inondations, ou une autre il fait trop chaud, trop sec, ça veut dire que la production agricole est complètement dépendante de tout ça, et il faut qu'on trouve les solutions. Et les solutions, si on ne les a pas chez nous, on doit aller les chercher ailleurs, et on doit travailler tous ensemble, parce qu'il n'y a pas une seule solution pour toute l'agriculture. Chaque ferme, chaque agriculteur doit trouver sa solution, doit l'adapter chez lui, doit la tester, doit en être convaincu. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous, les chambres d'agriculture, justement, pour tout ça. Mais c'est vrai qu'on va demander à l'agriculture aujourd'hui de maintenir la production, puisqu'on voit bien qu'il faut maintenir cette production à un niveau élevé avec d'autres enjeux alimentaires et énergétiques. Mais on ne peut plus le faire dans les mêmes conditions. L'énergie est beaucoup plus chère. La question des sols, de la santé des sols, et on va mettre un accent fort, nous, sur le travail du sol, enfin sur la vie du sol, justement, la biologie du sol, parce que c'est quand même une solution à beaucoup de choses, sur la captation du carbone dans les sols, sur la biodiversité, sur les enjeux environnementaux, la qualité de l'eau, enfin beaucoup d'enjeux qui arrivent, il faut qu'on trouve les solutions très vite. Alors on aura tout à l'heure un agriculteur qui est dans la Vienne, Dominique Gaborio, qui fait déjà un gros travail de captation du carbone, entre autres, et qui est dans le non-labour pour notre ami de Sévrien, que je remercie, et vous êtes le bienvenu pour rester avec nous. Je ne sais pas si on a encore notre ami sociologue Jean Viard avec nous, oui, on peut les applaudir. Ah, ça vous inspire quoi, Jean Viard, ce semoir particulier et ces entreprises qui se réinventent au fur et à mesure qu'elles créent et de la richesse et des inventions ? Mais je trouve ça génial. Et vous savez, regardez dans la vigne, la moitié des vignerons ont fait un autre métier avant. Ce n'était pas le cas avant. Donc, ce qui fait qu'ils innovent, c'est qu'avant, ils ont fait du commerce, des startups, je sais pas, puis à un moment, ils prennent la ferme de leurs parents, de leurs grands-parents vers 40 ans. Donc, ça aide au renouvellement, ça aide à la transformation. Regardez le succès, par exemple, du rosé, qui est devenu, je crois, le premier vin français exporté, qui est très porté, notamment par... Là, on est un peu à Bordeaux, on en parle moins, mais... Non, mais je ne dis pas à dire du mal à Bordeaux, du rosé, je sais bien, je comprends votre problème. Et encore que le Bordelais, vous savez, ça ne va pas toujours très bien, le vin dans le Bordelais. Hein, donc, vous avez aussi des problèmes à réfléchir. Mais, si vous voulez, non, je dis ça pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est des processus cumulatifs et de transformation, de renouvellement, et on n'est pas bon. Enfin, je veux dire, on n'est pas assez bon en formation. Tout ça, le coup du semoir, je trouve ça génial. La question, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux. On prend d'abord soin du sol, et puis après, petit à petit, et puis va jusqu'aux soins des personnes qui prennent. Voilà, je ne veux pas faire en plus l'agriculture, je suis beaucoup. C'est un sujet essentiel. La société française est très crispée contre ces agriculteurs, alors qu'ils font aussi des efforts. Hein, il ne faut pas non plus faire comme ils ne savent pas, mais il est clair que les mutations ne vont pas assez vite. Donc cette histoire du semoir, je trouve que c'est une très belle allégorie justement de ce qu'on peut faire et des transformations à faire. Voilà, je vous remercie. Merci à nos intervenants, merci à Jean Viard, on le retrouvera tout à l'heure. Merci Christophe de ce témoignage.